Bonjour mes chers écouteurs, aujourd'hui on continue avec le chapitre 23. Le clergé, les bois, la liberté. La première loi de tout être, c'est de se conserver, c'est de vivre. Vous semez de la ciguë et prétendez voir mûrir des épis. Machiavel. Le grave personnage continuait, on voyait qu'il savait, il exposait avec une éloquence douce et modérée qui plut infiniment à Julien ces grandes vérités. Premier, l'Angleterre n'a pas une guinée à notre service, l'économie et Hume y sont à la mode. Les saints même que nous donnerons pas d'argent, et M. Brougham se moquera de nous. Deuxièmement, impossible d'obtenir plus de 2 campagnes des rois de l'Europe sans l'or anglais, et 2 campagnes ne suffiront pas contre la petite bourgeoisie. Troisièmement, nécessité de former un parti armé en France, sans quoi le principe monarchique d'Europe ne hasardera pas même ces 2 campagnes. Le quatrième point que j'ose vous proposer comme évident est celui-ci. Impossibilité de former un parti armé en France sans le clergé. Je vous le dis hardiment parce que je vais vous le prouver, messieurs. Il faut tout donner au clergé. Premier, parce que s'occupant de son affaire nuit et jour et guidé par des hommes de haute capacité établis loin des orages à 300 lieues de vos frontières. « Ah, Rome, Rome !» s'écria le maître de la maison. « Oui, monsieur, Rome !» reprit le cardinal avec fierté. Quelles que soient les plaisanteries, plus ou moins ingénieuses, qui furent à la mode quand vous étiez jeune, je dirais hautement en 1830 que le clergé guidé par Rome parle seul au petit peuple. 50 000 prêtres répètent les mêmes paroles au jour indiqué par les chefs. Et le peuple qui après tout fournit les soldats sera plus touché de la voix de ces prêtres que de tous les petits vers du monde. Cette personnalité excita des murmures. Le clergé a un génie supérieur au vôtre, reprit le cardinal en haussant la voix. Tous les pas que vous avez faits vers ce point capital, avoir en France un parti armé, ont été faits par nous. Ici parurent des faits. Qui a envoyé 80 000 fusils en Vendée, etc., etc. Tant que le clergé n'a pas ses bois, il ne tient rien. À la première guerre, le ministre des Finances écrit à ses agents qu'il n'y a plus d'argent que pour les curés. Au fond, la France ne croit pas et elle aime la guerre. Qui que ce soit qui la lui donne, il sera doublement populaire, car faire la guerre, c'est affamer les jésuites. Pour parler comme le vulgaire, faire la guerre, c'est délivrer ces monstres d'orgueil, les Français de la menace de l'intervention étrangère. Le cardinal était écouté avec faveur. Il faudrait, dit-il, que M. de Nerval quittait le ministère, son nom irrite inutilement. À ce mot, tout le monde se leva et parla à la fois. On va me renvoyer encore, pensa Julien, mais le sage président lui-même avait oublié la présence et l'existence de Julien. Tous les deux cherchaient un homme que Julien reconnut. C'était M. de Nerval, le premier ministre qu'il avait aperçu au bal de M. le duc de Retz. Le désordre fut à son comble, comme disent les journaux en parlant de la chambre. Au bout d'un gros quart d'heure, le silence se rétablit un peu. Alors M. de Nerval se leva et prenant le ton d'un apôtre, « Je ne vous affirmerai point, dit-il d'une voix singulière, que je ne tiens pas au ministère. Il m'est démontré, monsieur, que mon nom double les forces des Jacobins en décidant contre nous beaucoup de modérés. Je me retirerai donc volontiers, mais les voix du Seigneur sont visibles à un petit nombre. Mais, ajouta-t-il en regardant fixement le cardinal, j'ai une mission. Le ciel m'a dit, tu porteras la tête sur un échafaud, où tu rétabliras la monarchie en France et réduiras les chambres à ce qu'était le Parlement sous Louis XV. Et cela, monsieur, je le ferai. Il se tut, se rassit. Et il eut un grand silence. Voilà un bon acteur, pensa Julien. Il se trompait toujours comme à l'ordinaire en supposant trop d'esprit aux gens. Animé par les débats une soirée aussi vive et surtout par la sincérité de la discussion, dans ce moment, M. de Nerval croyait à sa mission. Avec un grand courage, cet homme n'avait pas de sens.
Minuit sonna. Pendant le silence qui suivit le beau mot « Je le ferai ». Julien trouva que le son de la pendule avait quelque chose d'imposant et de funèbre. Il était ému. La discussion reprit bientôt avec une énergie croissante et surtout une incroyable naïveté. Ces gens-ci me feront empoisonner pensait Julien, dans de certains moments. Comment dit-on de telles choses devant un plébéien ? 2 heures sonnaient, que l'on parlait encore. Le maître de la maison dormait depuis longtemps. Monsieur de la Mole fut obligé de sonner pour faire renouveler les bougies. Monsieur de Nerval, le ministre, était sorti à 1h03, non sans avoir souvent étudié la figure de Julien dans une glace que le ministre avait à ses côtés. Son départ avait paru mettre à l'aise tout le monde. Pendant qu'on renouvelait les bougies, Dieu sait ce que cet homme va dire au roi. Dit tout bas à son voisin l'homme au gilet. Il peut nous donner bien des ridicules et gâter notre avenir. Il faut convenir qu'il y a chez lui suffisance bien rare et même effronterie à se présenter ici. Il y paraissait avant d'arriver au ministère. Mais le portefeuille change tout, noie tous les intérêts d'un homme. Il eût dû le sentir. À peine le ministre sorti, le général de Bonaparte avait fermé les yeux. En ce moment, il parla de la santé, de ses blessures, consulta sa montre et s'en alla. Je parierais, dit l'homme au gilet, que le général court après le ministre. Il va s'excuser de s'être trouvé ici et prétendre qu'il nous mène. Quand les domestiques à demi endormis eurent terminé le renouvellement des bougies, « Délibérons enfin, messieurs, dit le président, n'essayons plus de nous persuader les uns les autres. Songeons à la teneur de la note qui dans 48 heures sera sous les yeux de nos amis du dehors. On a parlé des ministres. Nous pouvons le dire maintenant que M. de Nerval nous a quittés. Que nous importent les ministres ? Nous les ferons vouloir. Le cardinal approuva par un sourire fin. Rien de plus facile, ce me semble, que de résumer notre position, dit le jeune évêque d'Agde avec le feu concentré et contraint du fanatisme le plus exalté. Jusque-là, il avait gardé le silence. Son œil, que Julien avait observé, d'abord doux et calme, s'était enflammé après la première heure de discussion. Maintenant, son âme débordait comme la lave du Vésuve. De 1806 à 1814, l'Angleterre n'a eu qu'un tort, dit-il, c'est de ne pas agir directement et personnellement sur Napoléon. Dès que cet homme eut fait des ducs et des chambellans, dès qu'il eut rétabli le trône, la mission que Dieu lui avait confiée était finie. Il n'était plus bon qu'à immoler. Les saintes écritures nous enseignent en plus d'un endroit la manière d'en finir avec les tyrans. Ici, il y a eu plusieurs citations latines. Aujourd'hui, messieurs, ce n'est plus un homme qu'il faut immoler, c'est Paris. Toute la France copie Paris. À quoi bon armer vos 500 hommes par département ? Entreprise hasardeuse et qui n'en finira pas. À quoi bon mêler la France à la chose qui est personnelle à Paris ? Paris, seul avec ses journaux, ses étalons, a fait le mal, que la nouvelle Babylone périsse. Entre l'hôtel et Paris, il faut en finir. Cette catastrophe est même dans les intérêts mondains du trône. Pourquoi Paris n'a-t-il pas osé souffler sous Bonaparte ? Demandez-le au canon de Saint-Roch. Ce ne fut qu'à 3 heures du matin que Julien sortit avec M. de la Mole. Le marquis était honteux et fatigué. Pour la première fois, en parlant à Julien, il eut de la prière dans son accent. Il lui demandait sa parole de ne jamais révéler les excès de zèle. Ce fut son mot, dont le hasard venait de le rendre témoin. N'en parlez à notre ami de l'étranger que s'il insiste sérieusement pour connaître nos jeunes fous. Que leur importe que l'État soit renversé. Ils seront cardinaux et ils se réfugieront à Rome. Nous, dans nos châteaux, nous serons massacrés par les paysans. La note secrète que le marquis rédigea d'après le grand procès-verbal devant 6 pages, écrit par Julien, ne fut prête qu'à 4h03.
Je suis fatigué à la mort, dit le marquis. On le voit bien à cette note qui manque d'honnêteté vers la fin. J'en suis plus mécontent que d'aucune chose que j'ai faite en ma vie. Tenez mon ami, ajouta-t-il. Allez vous reposer quelques heures et de peur qu'on ne vous enlève, moi, je vais vous enfermer à clé dans votre chambre. Le lendemain, le marquis conduisit Julien à un château isolé assez éloigné de Paris. Là se trouvèrent des hôtes singuliers que Julien jugea être prêtres. On lui remit un passeport qui portait un nom supposé, mais indiquait enfin le véritable but du voyage qu'il avait toujours fait fin d'ignorer. Il monta seul dans une calèche. Le marquis n'avait aucune inquiétude sur sa mémoire. Julien lui avait récité plusieurs fois la note secrète, mais il craignait fort qu'il ne fût intercepté. Surtout n'ayez l'air que d'un fat qui voyage pour tuer le temps, lui dit-il avec amitié. Il quittait le salon. Il y avait peut-être plus d'un faux frère dans notre assemblée d'hier soir. Le voyage fut rapide et fort triste. À peine Julien avait-il été hors de la vue du marquis qu'il avait oublié et la note secrète et la mission pour ne songer qu'au mépris de Mathilde. Dans un village à quelques lieues au-delà de Metz, le maître de poste vint lui dire qu'il n'y avait pas de chevaux. Il était 10 heures du soir. Julien, fort contrarié, demanda à souper. Il se promena devant la porte et, insensiblement, sans qu'il y parût, passa dans la cour des écuries. Il n'y vit pas de chevaux. L'air de cet homme était pourtant singulier, se disait Julien. Son œil grossier m'examinait. Il commençait, comme on voit, à ne pas croire exactement tout ce qu'on lui disait. Il songeait à s'échapper après souper et pour apprendre toujours quelque chose sur le pays, et quitta sa chambre pour aller se chauffer au feu de la cuisine. Quelle ne fut pas sa joie d'y trouver il signor Geronimo, le célèbre chanteur. Établi dans un fauteuil qu'il avait fait apporter près du feu, le Napolitain gémissait tout haut et parlait plus, à lui tout seul, que les 20 paysans allemands qui l'entouraient ébahis. Ces gens-ci me ruinent, cria-t-il à Julien. J'ai promis de chanter demain à Mayence. 7 princes souverains sont accourus pour m'entendre. Mais allons prendre l'air, ajouta-t-il d'un air significatif. Quand il fut à 100 pas sur la route et hors de la possibilité d'être entendu, « Savez-vous de quoi il retourne ?» dit-il à Julien. « Ce maître de poste est un fripon. Tout en me promenant, j'ai donné 20 sous à un petit polisson qui m'a tout dit. Il y a plus de 12 chevaux dans une écurie à l'autre extrémité du village. On veut retarder quelques courriers. »« Vraiment ?» dit Julien d'un air innocent. « Ce n'était pas le tout que de découvrir la fraude, il fallait partir, c'est à quoi Geronimo et son ami ne purent réussir. Attendons le jour, dit enfin le chanteur, on se méfie de nous. C'est peut-être à vous ou à moi qu'on en veut. Demain matin, nous commandons un bon déjeuner. Pendant qu'on le prépare, nous allons nous promener. Nous nous échappons, nous loin des chevaux et gagnons la poste prochaine. Et vos effets ? Dit Julien qui pensait que peut-être Geronimo lui-même pouvait être envoyé pour l'intercepter. Il fallut souper et se coucher. Julien était encore dans le premier sommeil. Quand il fut réveillé un sursaut par la voix de 2 personnes qui parlaient dans sa chambre sans trop se gêner. Il reconnut le maître de poste armé d'une lanterne sourde. La lumière était dirigée vers le coffre de la calèche que Julien avait fait monter dans sa chambre. À côté du maître de poste était un homme qui fouillait tranquillement dans le coffre ouvert. Julien ne distinguait que les manches de son habit, qui étaient noires et fort serrées. « C'est une soutaine, se dit-il, et il saisit doucement de petits pistolets qu'il avait placés sous son oreiller. « Ne craignez pas qu'il se réveille, monsieur le curé, disait le maître de poste. Le vin qu'on leur a servi était de celui que vous avez préparé vous-même. » « Je ne trouve aucune trace de papier, répondait le curé. Beaucoup de linge, d'essence, de pommade, de futilités. C'est un jeune homme du siècle occupé de ses plaisirs. L'émissaire sera plutôt l'autre, qui affecte de parler avec un accent italien. » Ces gens se rapprochèrent de Julien pour fouiller dans les poches de son habit de voyage. Il était bien tenté de les tuer comme voleurs. Rien de moins dangereux pour les suites. Il en eut bonne envie. « Je ne serai qu'un sot, se dit-il. Je compromettrai ma mission. Son habit fouillé, ce n'est pas là.
un diplomate, dit le prêtre. Il s'éloigna et fit bien. S'il me touche dans mon lit, malheur à lui, se disait Julien. Il peut fort bien venir me poignarder et c'est ce que je ne souffrirai pas. Le curé tourna la tête, Julien ouvrit les yeux à demi, à quel ne fut pas son étonnement. C'était l'abbé Castanède. En effet, quoique les deux personnes voulussent parler assez bas, il lui avait semblé dès l'abord reconnaître une des voix. Julien fut saisi d'une envie démesurée de purger la terre d'un de ses plus lâches coquins. « Mais ma mission, se dit-il. » Le curé et son acolyte sortirent. Un quart d'heure après, Julien fut semblant de s'éveiller. Il appela et réveilla toute la maison. « Je suis empoisonné, s'écria-t-il. Je souffre horriblement. » Il voulait un prétexte pour aller au secours de Geronimo. Il le trouva à demi asphyxié par le laudanum contenu dans le vin. Julien craignait quelques plaisanteries de ce genre, avait soupé avec du chocolat apporté de Paris. Il ne put venir à bout de réveiller assez Geronimo pour le décider à partir. « On me donnerait tout le royaume de Naples, disait le chanteur, que je ne renoncerais pas en ce moment à la volonté de dormir. Mais les 7 princes souverains, qu'ils attendent. » Julien partit seul et arriva sans autre incident auprès du grand personnage, et perdit toute une matinée à solliciter en vain une audience. Par bonheur, vers les 4 heures, le duc voulut prendre l'air. Julien le vit sortir à pied et il n'hésita pas à l'approcher et à lui demander l'aumône. Arrivé à 2 pas du grand personnage, il tira la montre du marquis de la Mole et la montra avec affectation. « Suivez-moi de loin, lui dit-on, sans le regarder. » À un quart de lieue de là, le duc entra brusquement dans un petit café-house. Ce fut dans une chambre de cette auberge du dernier ordre que Julien eut l'honneur de réciter au duc ces 4 pages. Quand il eut fini, recommencez à aller plus lentement, lui dit-on. Le prince prit des notes. Gagnez à pied la poste voisine. Abandonnez ici vos effets et votre calèche. Allez à Strasbourg quand vous pourrez et les 22 du mois, on était au 10, trouvez-vous à 12h30 dans ce même café-house. N'en sortez que dans une demi-heure, silence. Telles furent les seules paroles que Julien entendit. Elles suffirent pour le pénétrer de la plus haute admiration. C'est ainsi, pensa-t-il, qu'on traite les affaires. Que dirait ce grand homme d'État s'il entendait les bavards passionnés d'il y a 3 jours? Julien a mis 2 à gagner Strasbourg. Il lui semblait qu'il n'avait rien à y faire. Il prit un grand détour. Si ce diable d'abbé Castanède m'a reconnu, il n'est pas homme à perdre facilement ma trace. Et quel plaisir pour lui de se moquer de moi et de faire échouer ma mission. L'abbé Castanède, chef de la police et de la congrégation sur toute la frontière du Nord, ne l'avait heureusement pas reconnu. Et les jésuites de Strasbourg, quoique très zélés, ne songèrent nullement à observer Julien, qui, avec sa croix et sa redingote bleue, avait l'air d'un jeune militaire fort occupé de sa personne. Chapitre 24. Strasbourg. Fascination. Tu as de l'amour, toute son énergie, toute sa puissance d'éprouver le malheur. Ses plaisirs enchanteurs, ses douces jouissances sont seuls au-delà de ta sphère. Je ne pouvais pas dire en la voyant dormir. Elle est tout à moi, avec sa beauté d'ange et ses douces faiblesses. La voilà livrée à ma puissance telle que le ciel la fit dans sa miséricorde pour enchanter un cœur d'homme. Ode de Schiller. Forcé de passer 8 jours à Strasbourg, Julien cherchait à se distraire par des idées de gloire militaire et de dévouement à la patrie. Était-il donc amoureux? Il n'en savait rien, il trouvait seulement dans son âme brûlée Mathilde maîtresse absolue de son bonheur comme de son imagination. Il avait besoin de toute l'énergie de son caractère pour se maintenir au-dessus de désespoir. Penser à ceux qui n'avaient pas quelque rapport à mademoiselle de la Mole était hors de sa puissance. L'ambition, les simples succès de vanité le distrayaient autrefois des sentiments que madame de Rênal lui avait inspirés. Mathilde avait tout absorbé, il la trouvait partout dans l'avenir. De toutes parts dans cet avenir, Julien voyait le manque de succès. Cet être que l'on a vu à Verrières, si rempli de présomption, si orgueilleux, était tombé dans un excès de modestie ridicule. 3 jours auparavant, elle eût tué avec plaisir abbé
Castanède, et si à Strasbourg un enfant se fût pris de querelle avec lui, il eût donné raison à l'enfant. En repensant aux adversaires, aux ennemis qu'il avait rencontrés dans sa vie, il trouvait toujours que lui, Julien, avait eu tort. C'est qu'il avait maintenant pour implaçable un ennemi cette imagination puissante, autrefois sans cesse employée à lui peindre dans l'avenir des succès si brillants. La solitude absolue de la vie de voyageur augmentait l'empire de cette noire imagination. Quel trésor n'eût pas été un ami? Se disait Julien, est-il donc un cœur qui batte pour moi? Et quand j'aurai un ami, l'honneur ne me commande-t-il pas un silence éternel? Il se promenait à cheval tristement dans les environs de Kehl. C'est un bourg sur le bord du Rhin, immortalisé par des sexes et Gouvion sans cire. Un paysan allemand lui montrait les petits ruisseaux, les chemins, les îlots du Rhin, auxquels le courage de ces grands généraux a fait un nom. Julien, conduisant son cheval de la main gauche, tenait déployée de la droite la superbe carte qui orne les mémoires du maréchal sans cire. Une exclamation de gaieté lui fit lever la tête. C'était le prince Korassov, cet ami de Londres, qui lui avait dévoilé quelques mois auparavant les premières règles de la haute fatuité. Fidèle à ce grand art, Korassov arrivait de la veille à Strasbourg depuis une heure à Kehl et qui de la vie n'avait lu une ligne sur le siège de 1796 se mit à tout expliquer à Julien. Le paysan allemand le regardait étonné, car il savait assez de français pour distinguer les énormes bévues dans lesquelles tombait le prince. Julien était à 1000 lieues des idées du paysan et regardait avec étonnement ce beau jeune homme et admirait sa grâce à monter à cheval. L'heureux caractère, se disait-il, comme son pantalon va bien, avec quelle élégance sont coupés ses cheveux. Hélas, si j'eusse c'était ainsi, peut-être qu'après m'avoir aimé 3 jours, elle ne m'eût pas pris en aversion. Quand le prince eut fini son siège de Kehl, « Vous avez la mine d'un trappiste, dit-il à Julien. Vous ôterez le principe de la gravité que je vous ai donné à Londres. L'air triste ne peut être de bon ton. C'est l'air ennuyé qu'il faut. Si vous êtes triste, c'est donc quelque chose que vous manque, quelque chose qui ne vous a pas réussi. C'est mon trait soit inférieur. Êtes-vous ennuyé, au contraire? C'est ce qui a essayé vainement de vous plaire qui est inférieur. Comprenez donc, mon cher, combien la méprise est grave. » Julien jeta un écu au paysan qui les écoutait, bouche béante. « Bien, dit le prince, il y a de la grâce, un noble dédain. »« Fort bien, » et il mit son cheval au galop. Julien le suivit, rempli d'une admiration stupide. « Ah, si j'eusse été ainsi, elle ne m'eût pas préféré Croisenois. » Plus sa raison était choquée des ridicules du prince, plus il se méprisait de ne pas les admirer, et s'estimait malheureux de ne pas les avoir. Le dégoût de soi-même ne peut aller plus loin. Le prince, le trouvant décidément triste, « Ah, ça, mon cher, lui dit-il en rentrant à Strasbourg, vous êtes de mauvaise compagnie. Avez-vous perdu tout votre argent ou seriez-vous amoureux de quelque petite actrice ? Les Russes copient les mœurs françaises, mais toujours à 50 ans de distance. Ils en sont maintenant au siècle de Louis XV. Ces plaisanteries sur l'amour mirent des larmes dans les yeux de Julien. Pourquoi ne consulterais-je pas cet homme si aimable ? Se dit-il tout à coup. Eh bien oui, mon cher, dit-il au prince, vous me voyez à Strasbourg fort amoureux et même délaissé. Une femme charmante qui habite une ville voisine m'a planté là, après 3 jours de passion, et ce changement me tue. Et peignit au prince, sous le nom supposé, les actions et le caractère de Mathilde. N'achevez pas, dit Korassov. Pour vous donner confiance en votre médecin, je vais terminer la confidence. Le mari de cette jeune femme jouit d'une fortune énorme, ou bien plutôt elle appartient, elle, à la plus haute noblesse du pays. Il faut qu'elle soit fière de quelque chose. Julien fit un signe de tête, il n'avait plus le courage de parler. « Fort bien, dit le prince. Voici 3 drogues assez amères que vous allez prendre sans délai. Premier, voir tous les jours madame. Comment l'appelez-vous ? Madame de Dubois. Quel nom ?
dit le prince en éclatant de rire, mais pardon, il est sublime pour vous. Il s'agit de voir chaque jour Madame de Dubois. N'allez pas surtout paraître à ses yeux froids et piqués. Rappelez-vous, le grand principe de votre siècle, soyez le contraire de ce à quoi l'on s'attend. Montrez-vous précisément tel que vous étiez 8 jours avant d'être honoré de ses bontés. Ah, j'étais tranquille alors, s'écria Julien avec désespoir. Je croyais la prendre en pitié. Le papillon se brûle à la chandelle, continua le prince. Comparaison vieille comme le monde. Premier, vous la verrez tous les jours. Deuxième, vous ferez la cour à une femme de sa société, mais sans vous donner les apparences de la passion, entendez-vous? Je ne vous le cache pas, votre rôle est difficile, vous jouez la comédie, et si l'on devine que vous la jouez, vous êtes perdu. Elle a tant d'esprit et moi si peu. Je suis perdu, dit Julien tristement. Non, vous êtes seulement plus amoureux que je ne le croyais. Madame de Dubois est profondément occupée d'elle-même, comme toutes les femmes qui ont reçu du ciel ou trop de noblesse ou trop d'argent. Elle se regarde au lieu de vous regarder, donc elle ne vous connaît pas. Pendant les 2 ou 3 accès d'amour qu'elle s'est donnés en votre faveur, à grand effort d'imagination, elle voyait en vous le héros qu'elle avait rêvé, et non pas ce que vous êtes réellement. Mais que diable, ce sont là les éléments, mon cher Sorel. Êtes-vous tout à fait un écolier? Parbleu, entrons dans ce magasin. Voilà un col noir charmant. On le dirait fait par John Anderson de Burlington Street. Faites-moi le plaisir de le prendre et de jeter bien loin cette ignoble corde noire que vous avez au cou. Ah ça, continua le prince en sortant de la boutique du premier passementier de Strasbourg. Quelle est la société de Madame de Dubois? Grand Dieu, quel nom! Ne vous fâchez pas, mon cher Sorel, c'est plus fort que moi. À qui ferez-vous la cour? À une prude par excellence, fille d'un marchand de bas immensément riche. Elle a les plus beaux yeux du monde, et qui me plaisent infiniment. Elle tient sans doute le premier rang dans le pays, mais au milieu de toutes ces grandeurs, elle rougit au point de se déconcentrer si quelqu'un vient à parler de commerce et de boutique. Et par malheur, son père était l'un des marchands les plus connus de Strasbourg. Ainsi, si l'on parle d'industrie, dit le prince en riant, vous êtes sûr que votre belle songe à elle, et non pas à vous? Ce ridicule est divin et fort utile. Il vous empêchera d'avoir le moindre moment de folie auprès de ses beaux yeux. Le succès est certain. Julien songeait à Madame la maréchale de Fervaques, qui venait beaucoup à l'hôtel de la Mole. C'était une belle étrangère qui avait épousé le maréchal un an avant sa mort. Toute sa vie semblait n'avoir d'autre objet que de faire oublier qu'elle était fille d'un industriel, et pour être quelque chose à Paris, elle s'était mise à la tête de la vertu. Julien admirait sincèrement le prince qui n'eût-il pas donné pour avoir ces ridicules. La conversation entre les deux amis fut infinie. Kourassov était ravi, jamais un Français ne l'avait écouté aussi longtemps. Ainsi j'en suis enfin venu, se disait le prince charmé à me faire écouter en donnant des leçons à mes maîtres. Nous sommes bien d'accord, répéta-t-il à Julien pour la 10e fois. Pas l'ombre de passion quand vous parlerez à la jeune beauté, fille de marchand de bas de Strasbourg, en présence de Madame de Dubois. Au contraire, passion brûlante en écrivant. Lire une lettre d'amour bien écrite est le souverain plaisir pour une prude, c'est un moment de relâche. Elle ne joue pas la comédie, elle ose écouter son cœur, donc 2 lettres par jour. Jamais, jamais, dit Julien découragé, je me ferai plutôt piler dans un mortier que de composer 3 phrases. Je suis un cadavre, mon cher, n'espérez plus rien de moi, laissez-moi mourir au bord de la route. Et qui vous parle de composer des phrases? J'ai dans mon nécessaire 6 volumes de lettres d'amour manuscrites. Il y en a pour tous les caractères de femmes, j'en ai pour la plus haute vertu. Est-ce que Kaliski n'a pas fait la cour à Richmond-la-Terrasse? Vous savez, à 3 lieues de Londres, à la plus jolie cacresse de toute Angleterre. Julien était moins malheureux quand il quitta son ami à 2 heures du matin. Le lendemain, le prince fit appeler un copiste et 2 jours après, Julien eut 53 lettres d'amour bien numérotées destinées à la vertu la plus sublime et la plus triste.
Il n'y en a pas 54, dit le prince, parce que Kaliski se fit conduire. Mais que vous importe d'être maltraité par la fille du marchand de bas, puisque vous ne voulez agir que sur le cœur de Madame de Dubois. Tous les jours au moins, à cheval, le prince était fou de Julien. Ne sachant comment lui témoigner son amitié, soudain il finit par lui offrir la main d'une de ses cousines, riche héritière de Moscou. Et une fois marié, ajouta-t-il, mon influence et la croix que vous avez là vous font colonel en 2 ans. Mais cette croix n'est pas donnée par Napoléon, il s'en faut bien. Qu'importe, dit le prince. Ne l'a-t-il pas inventée? Elle est encore de bien loin la première en Europe. Julien ne fut sur le point d'accepter, mais son devoir le rappelait auprès du grand personnage. Inquiétant Korasoff, il promit d'écrire. Il reçut la réponse à la note secrète qu'il avait apportée et courut vers Paris. Mais à peine eut-il été seul 2 jours de suite que quitter la France et Mathilde lui parut un supplice pire que la mort. Je n'épouserai pas des millions que m'offre Korasoff, se dit-il, mais je suivrai ses conseils. Après tout, l'art de séduire est son métier. Il ne songe qu'à cette seule affaire depuis plus de 15 ans, car il en a 30. On ne peut pas dire qu'il manque d'esprit, il est fin et cauteleux. L'enthousiasme, la poésie sont une impossibilité dans ce caractère. C'est un procureur, raison de plus pour qu'il ne se trompe pas. Il le faut, je vais faire la cour à Madame de Fervaques. Elle m'ennuiera bien, peut-être un peu, mais je regarderai ses yeux si beaux et qui ressemblent tellement à ceux qui m'ont le plus aimé au monde. Elle est étrangère. C'est un caractère nouveau à observer. Je suis fou, je me noie. Je dois suivre les conseils d'un ami et ne pas m'en croire moi-même. Chapitre 25. Le ministère de la vertu. Mais si je prends de ce plaisir avec tant de prudence et de circonspection, ce ne sera plus un plaisir pour moi. Lope de Vega. À peine de retour à Paris, au sortir du cabinet de marquis de la Mole, qui parut fort déconcentré des dépêches qu'on lui présentait, notre héros courut chez le comte Altamira. À l'avantage d'être condamné à mort, ce bel étranger réunissait beaucoup de gravité et de bonheur, et le bonheur d'être dévot. Ces deux mérites, et plus que tout la haute naissance du comte, convenaient tout à fait à Madame de Fervaques qui le voyait beaucoup. Julien lui avoua gravement qu'il en était fort amoureux. C'est la vertu la plus pure et la plus haute, répondit Altamira, seulement un peu jésuitique et empathique. Il est des jours où je comprends chacun des mots dont elle se sert, mais je ne comprends pas la phrase tout entière. Elle me donne souvent l'idée que je ne sais pas le français aussi bien que l'on le dit. Cette connaissance fera prononcer votre nom. Elle vous donnera du poids dans le monde. Mais allons chez Bustos, dit le comte Altamira, qui était un esprit d'ordre. Il fait la cour à Madame la maréchale. Don Diego Bustos se fit longtemps expliquer l'affaire, sans rien dire, comme un avocat dans son cabinet. Il avait une grosse figure de moine avec des moustaches noires et une gravité sans pareille. Du reste, bon carbonaro. Je comprends, dit-il enfin à Julien. La maréchale de Fervaques a-t-elle eu des amants? N'en a-t-elle pas eu? Avez-vous ainsi quelque espoir de réussir? Voilà la question. C'est vous dire que, pour ma part, j'ai échoué. Maintenant que je ne suis plus piqué, je me fais ce raisonnement. Souvent, elle a de l'humeur et, comme je vous le raconterai bientôt, il n'est pas mal vindicatif. Je ne lui trouve pas ce tempérament bilieux qui est celui de génie, et jette sur toutes les actions comme un vernis de passion. C'est au contraire à la façon d'être flegmatique et tranquille des Hollandais qu'elle doit sa rare beauté et ses couleurs si fraîches. Julien s'impatientait de la lenteur et du flegme inébranlable de l'Espagnol. De temps en temps, malgré lui, quelques monosyllabes lui échappaient. « Voulez-vous m'écouter » lui dit gravement Don Diego Bustos. « Pardonnez à la furia française, je suis tout oreille, dit Julien. La maréchale de Fervaques est donc fort adonnée à la haine. Elle poursuivit impétueusement des gens qu'elle n'a jamais vus, des avocats, des pauvres diables d'hommes de lettres qui ont fait des chansons comme Collet. Vous savez,
J'ai la marotte, d'aimer marotte, etc. Et Julien dut essuyer la citation tout entière. L'espagnol était bien aisé. L'espagnol était bien aise de chanter en français. Cette divine chanson ne fut jamais écoutée avec plus d'impatience. Quand elle fut finie, la maréchale dit Don Diego Bustos a fait destituer l'auteur de cette chanson. Un jour, l'amour au cabaret. Julien frémit qu'il ne voulut la chanter. Il se contenta de l'analyser. Réellement, elle était impie et peu décente. Quand la maréchale se prit de colère contre cette chanson, dit Don Diego, je lui fis observer qu'une femme de son rang ne devait point lire toutes les sottises qu'on publie. Quelque progrès que fassent la piété et la gravité, il y aura toujours en France une littérature de cabaret. Quand Madame de Fervaques fait ôter à l'auteur pauvre diable en demi-solde une place de 1800 francs, prenez garde, lui dis-je. Vous avez attaqué ce rimailleur avec vos armes. Il peut vous répondre avec ses rimes et fera une chanson sur la vertu. Les salons dorés seront pour vous. Les gens qui aiment à rire répéteront ces épigrammes. Savez-vous, monsieur, ce que la maréchale me répondit? Pour l'intérêt du Seigneur, tout Paris me verrait marcher au martyr. Ce serait un spectacle nouveau en France. Le peuple apprendrait à respecter la qualité. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Jamais ses yeux ne furent plus beaux. Et elle les a superbes, s'écria Julien. Je vois que vous êtes amoureux, nous reprit gravement Don Diego Bustos. Elle n'a pas la constitution bilieuse que porte à la vengeance. Si elle aime à nuire pourtant, c'est qu'elle est malheureuse. Je soupçonne le malheur intérieur. Ne serait-ce point une prude, lasse de son métier? L'espagnol le regarda en silence pendant une grande minute. Voilà toute la question, ajouta-t-il gravement, et c'est de là que vous pouvez tirer quelques espoirs. J'y ai beaucoup réfléchi pendant les 2 ans que je me suis porté son très humble serviteur. Tout votre avenir, monsieur, qui est amoureux, dépend de ce grand problème. Est-ce une prude lasse de son métier et méchante parce qu'elle est malheureuse? Ou bien, dit Altamira, sortant enfin de son profond silence, serait-ce que je t'ai dit 20 fois? Tout simplement de la vanité française. C'est le souvenir de son père, le fameux marchand de draps, qui fait le malheur de ce caractère naturellement morne et sec. Il n'y aurait qu'un bonheur pour elle, celui d'habiter Tolède et d'être tourmentée par un confesseur qui chaque jour lui montrerait l'enfer tout ouvert. Comme Julien sortait, Altamira m'apprend que vous êtes des nôtres, lui dit Don Diego. Toujours plus grave. Un jour, vous vous aiderez à reconquérir notre liberté. Ainsi veux-je vous aider dans ce petit amusement. Il est bon que vous connaissiez le style de la maréchale. Voici 4 lettres de sa main. Je vais les copier, s'écria Julien, et vous les rapporter. Et jamais personne ne saura, par vous, un mot de ce que nous avons dit? Jamais, sur l'honneur, s'écria Julien. Ainsi, Dieu vous soit en aide, ajouta l'Espagnol et reconduisit silencieusement jusque sur l'escalier Altamira et Julien. Cette scène égaya un peu notre héros. Il fut sur le point de sourire. Et voilà le dévot Altamira, se disait-il, qui m'aide dans une entreprise d'adultère. Pendant toute la grave conversation de Don Diego Bustos, Julien avait été attentif aux heures sonnées par l'horloge de l'hôtel d'Aligre. Celle du dîner approchait. Il allait donc recevoir Mathilde. Il rentra et s'habilla avec beaucoup de soin. Première sottise, se disait-il en descendant l'escalier, il faut suivre à la lettre l'ordonnance du prince. Il remonta chez lui et prit un costume de voyage, on ne peut pas plus simple. Maintenant, pensa-t-il, il s'agit des regards. Il n'était que 5h30, et l'on dînait à 6. Il eut l'idée de descendre au salon, qu'il trouva solitaire. À la vue du canapé bleu, il se précipita à genoux et baisa l'endroit où Mathilde appuyait son bras. Il répandit des larmes des joues divines brûlantes. Il faut user cette sensibilité sotte, se dit-il avec colère, elle me trahirait. Il prit un journal pour avoir une contenance et passa 3 ou 4 fois du salon au jardin. Ce ne fut qu'en tremblant et bien caché par un grand chêne qu'il osa lever les yeux jusqu'à la fenêtre de mademoiselle de la Mole. Elle était hermétiquement fermée. Il fut sur le point de tomber et resta longtemps appuyé contre le chêne. Ensuite, d'un pas chancelant, il alla revoir l'échelle du jardinier.
Le chaînon, jadis forcé par lui en des circonstances hélas, si différentes, n'avait point été raccommodé. Emporté par un mouvement de folie, Julien le pressa contre ses lèvres. Après avoir erré longtemps du salon au jardin, Julien se trouva horriblement fatigué. Ce fut un premier succès qu'il sentit vivement. Mes regards seront éteints et ne me trahiront pas. Peu à peu, les convives arrivèrent au salon. Jamais la porte ne s'ouvrit sans jeter un trouble mortel dans le cœur de Julien. On se mit à table. Enfin parut mademoiselle de La Mole, toujours fidèle à son habitude de se faire attendre. Et rougit beaucoup en voyant Julien, on ne lui avait pas dit son arrivée. D'après la recommandation du prince Korassov, Julien regarda ses mains et tremblait. Trouble lui-même au-delà de toute expression par cette découverte, il fut assez heureux pour ne paraître que fatigué. Monsieur de La Mole fit son éloge. La marquise lui adressa la parole un instant après et lui fit complément sur son air de fatigue. Julien se disait à chaque instant « Je ne dois pas trop regarder mademoiselle de La Mole, mais mes regards non plus ne doivent point la fuir. Il faut paraître ce que j'étais réellement 8 jours avant mon malheur. » Il eut lieu d'être satisfait du succès et resta au salon. Attentif pour la première fois envers la maîtresse de la maison, il fit tous ses efforts pour faire parler les hommes de sa société et maintenir la conversation vivante. Sa politesse fut récompensée. Sur les 8 heures, on annonça Madame la maréchale de Fervaques. Julien s'échappa et reparut bientôt, vêtu avec le plus grand soin. Madame de La Mole lui sut un gré infini de cette marque de respect et voulut lui témoigner sa satisfaction en parlant de son voyage à Madame de Fervaques. Julien s'établit auprès de la maréchale de façon à ce que ses yeux ne fussent pas aperçus de Mathilde. Placée ainsi, suivant toutes les règles de l'art, Madame de Fervaques fut pour lui l'objet de l'admiration la plus ébahie. C'est par une tirade sur ce sentiment que commençait la première des 53 lettres dont le prince Korassov lui avait fait cadeau. La maréchale annonça qu'elle allait à l'opéra Buffon. Julien y courut. Il trouva le chevalier de Beauvoisis qui l'amena dans une loge de messieurs les gentilshommes de la chambre, justement à côté de la loge de Madame de Fervaques. Julien la regardait constamment. Il faut, se dit-il en rentrant à l'hôtel, que je tienne un journal de siège. Autrement, j'oublierai mes attaques. Il se força à écrire 2 ou 3 pages sur ce sujet ennuyeux et parvint ainsi, chose admirable, à ne presque pas penser à mademoiselle de La Mole. Mathilde l'avait presque oublié pendant son voyage. Ce n'est après tout qu'un être commun, pensa-t-elle. Son nom me rappellera toujours la plus grande tâche de ma vie. Il faut revenir de bonne foi aux idées vulgaires de sagesse et d'honneur. Une femme a tout à perdre en les oubliant. Elle se montra disposée à permettre enfin la conclusion de l'arrangement avec le marquis de Croisenois, préparé depuis si longtemps. Il était fou de joie, ou le bien étonné en lui disant qu'il lui avait de la résignation au fond de cette manière de sentir de Mathilde qui le rendait si fier. Toutes les idées de mademoiselle de La Mole changèrent en voyant Julien. « Au vrai, c'est là mon mari, se dit-elle. Si je reviens de bonne foi aux idées de sagesse, c'est évidemment lui que je dois épouser. » Et s'attendait à ces importunités à des airs de malheur de la part de Julien et préparait ses réponses, car sans doute au sortir du dîner il essaierait de lui adresser quelques mots. Loin de là, il resta ferme au salon. Ses regards ne se tournèrent pas même vers le jardin. Dieu sait avec quelle peine. Il vaut mieux avoir tout de suite cette explication, se dit mademoiselle de La Mole. Elle alla seule au jardin. Julien n'y parut pas. Mathilde Vine se promenait près des portes-fenêtres de salon. Elle le vit fort occupé à décrire à Madame de Fervaques les vieux châteaux en ruine qui couronnent les coteaux des bords du Rhin et leur donnent tant de physionomie. Il commençait à ne pas mal de se tirer de la phrase sentimentale et pittoresque qu'on appelle esprit dans certains salons. Le prince Korassov eût été bien fier et se fût trouvé à Paris. Cette soirée était exactement ce qu'il avait prédit. Il lui a prouvé la conduite que tint Julien les jours suivants. Une intrigue parmi les membres du gouvernement occulte allait disposer de quelques cordons bleus Madame
la maréchale de Fervaques, exigeait que son grand-oncle fût chevalier de l'ordre. Le marquis de la Mole avait la même prétention pour son beau-père. Ils réunirent leurs efforts et la maréchale vint presque tous les jours à l'hôtel de la Mole. Ce fut d'elle que Julien apprit que le marquis allait être ministre. Il offrit à la Camarilla un plan fort ingénieux pour anéantir la charte, sans commotion en 3 ans. Julien pouvait espérer un évêché si M. de la Mole arrivait au ministère, mais à ses yeux, tous ces grands intérêts s'étaient comme recouverts d'un voile. Son imagination ne les apercevait plus que vaguement et pour ainsi dire dans le lointain. L'affreux malheur qui en faisait un maniaque lui montrait tous les intérêts de la vie dans sa manière d'être avec mademoiselle de la Mole. Il calculait qu'après 5 ou 6 ans de soins, il parviendrait à s'en faire aimer de nouveau. Cette tête si froide était, comme on voit, tombée à l'état de déraison complet. De toutes les qualités qu'il avait distinguées autrefois, il ne lui restait qu'un peu de fermeté. Matériellement fidèle au plan de conduite dicté par le prince Korasoff, chaque soir il se plaçait assez près du fauteuil de madame de Fervaques, mais il lui était impossible de trouver un mot à dire. L'effort qui s'imposait pour paraître guéri aux yeux de Mathilde absorbait toutes les forces de son âme. Il restait auprès de la maréchale comme un être à peine animé. Ses yeux même, ainsi que dans l'extrême souffrance physique, avaient perdu tout leur feu. Comme la manière de voir de madame de la Mole n'était jamais qu'une contre-épreuve des opinions de ce mari qui pouvait la faire duchesse. Depuis quelques jours, elle portait au nu le mérite de Julien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, il ne reste vraiment plus grand-chose à lire. Nous sommes à la page 442 pour la prochaine fois. Et il y en a en tout 560, il me semble. Donc, vraiment, il reste 120 pages à peu près. C'est ça. Et il reste à peu près 120 pages. Donc, on va bientôt terminer ce livre. Je vous souhaite bon courage à toutes et à tous pour la fin de la lecture. Il m'en faut encore un peu. Parce que c'est vrai que c'est un peu long et c'est très compliqué à lire. Donc je m'excuse d'avance pour certaines fautes que je peux commettre. Et peut-être la prononciation n'est pas toujours la meilleure. Mais enfin, je m'applique. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.